Quelle sera la réponse du Hezbollah? On ne sait pas, mais il y aura une réponse. C'est ce qu'a affirmé Hassan Nasrallah, qui est le patron du Hezbollah. Antoine Mariotti, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, journaliste à France 24, correspondant à Jérusalem, auteur de l'agence Histoire secrète de la CIA, qui sort là aux éditions Talendier. Après ce coup des Israéliens, parce que ce sont les Israéliens qui sont derrière l'explosion des beepers et des talkie-walkie. Ce ne sont pas les Autrichiens en tout cas, ça c'est certain. Donc à 99%, oui, on peut le dire, parce que on va garder 1% parce que c'est pas officiel, mais évidemment que ce sont les Israéliens. Bien. Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reconnu que le mouvement chiite pro-iranien avait subi un coup sécuritaire et humanitaire sans précédent dans l'histoire de la résistance au Liban, au lendemain de cette série d'explosions. L'ennemi a franchi toutes les lignes rouges, a-t-il dit. Le but implicite de l'opération était de frapper le milieu de la résistance pour le faire capituler, mais cet objectif a échoué. Oui, enfin... il a échoué, mais enfin ça a provoqué la réaction, et pour le Hezbollah, c'est un échec. Ah, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Il est extrêmement rare, je n'ai même pas souvenir que ce soit déjà arrivé, de voir Hassan Nasrallah accuser le coup comme il l'a fait hier. Parler d'un coup sévère, d'un coup historique, ce sont les mots qu'il emploie contre le Hezbollah, donc contre la résistance. Résistance entre guillemets. Entre guillemets, même si que l'ennemi, il parle pas d'Israël, il parle de l'ennemi. Il parle quand même d'un coup historique, d'un coup militaire, sécuritaire, humain. Bon, il a passé quand même la première demi-heure de son discours, ce sont toujours des discours fleuves, ça nous rappelle Fidel Castro, dans une autre région, et il a passé la première demi-heure finalement à reconnaître ça, et à dire que ça avait été très dur, à reconnaître d'ailleurs qu'il y avait 4000 de ces beepers qui avaient été distribués aux membres du Hezbollah, mais pas aux grands chefs, notamment lui, ils sont pas fous, et que bon, quand même, il allait falloir déclencher une enquête interne parce qu'il y avait quand même des soucis. Donc enquête interne et réplique. Alors il a promis que ça serait terrible. Mais c'est un peu arrête-moi ou je fais un malheur, parce que le 30 juillet dernier, il y a eu un coup extrêmement dur porté au Hezbollah, qui était l'assassinat ciblé par les Israéliens d'un homme qui s'appelle Fouad Choukour, qui était le chef militaire du Hezbollah. Donc l'un des plus importants, évidemment, membres de cette organisation. Ça a été fait à Beyrouth. Il se rendait dans un immeuble où il avait un appartement, un bureau. Je me souviens, on en avait peu parlé, mais pourtant c'était très important. Il avait pas mis les pieds depuis 6 mois, et pour vous dire à quel point les Israéliens surveillent tout comme le lait sur le feu du côté du Hezbollah et sont extrêmement bien renseignés. Alors qu'il y avait quand même eu, faut le dire, un gros plantage au moment du 7 octobre du côté du Hamas. Donc il se rattrape un petit peu de ce côté-là. Et après cet assassinat ciblé, ils avaient dit pareil, la riposte va être terrible, attention, et finalement pour l'instant on n'a rien eu. Non pas qu'ils n'en aient pas les capacités, ils ont des capacités 10 fois supérieures au moins à celles du Hamas. On parle de 20 à 30 000 combattants réels, de dizaines de milliers de réservistes, donc on serait presque à 100 000 hommes prêts à se battre pour le Hezbollah. On parle d'un arsenal de 100 à 200 000 roquettes en fonction des estimations, c'est assez large, mais parce qu'on peut pas être évidemment dans les caves du Hezbollah. Donc il y a des caps et des missiles qui peuvent être vraiment de précision, guidés, donc qui peuvent frapper Tel Aviv, qui peuvent frapper l'ensemble du territoire israélien. Donc c'est une menace beaucoup plus importante pour Israël. Et là, ils sont sacrément secoués. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pour autant, ils gardent une capacité de nuisance, donc il faut faire relativement attention. Oui, ils gardent une capacité de nuisance, mais vous posez la question, ont-ils les moyens vraiment de frapper Israël? Ont-ils les moyens? Parce qu'ils envoient des roquettes, mais ont-ils vraiment les moyens? 30 000, 40 000 hommes. D'accord, mais ils ont les moyens? Je sais pas si vous Alors pourquoi ne le font-ils pas? L'Iran les freine. On marche sur la corde raide. Ils savent aussi surtout qu'ils sont dans un pays qui est un peu au bord de l'abîme depuis quelques années, le Liban, et que si une guerre massive se déclenche, parce que si elle se déclenche réellement, elle sera massive. Ce sont les populations civiles libanaises qui vont en souffrir. Et eux qui vont en payer le prix politiquement. Et eux qui vont en payer le prix, oui. Et oui, parce pour répondre à votre question, ils tiennent le Liban. Et pour répondre à votre question, oui, ils en ont les capacités. Si vous vous rappelez de cette guerre de 2006, on travaillait ensemble, la RMC à l'époque. D'ailleurs, où on avait couvert ça abondamment, enfin sur une autre radio, peu importe la radio d'ailleurs. Non mais très bien, on peut la citer, c'est pas un problème. Israël n'avait pas gagné cette guerre. Certes, elle ne l'avait pas perdue, mais elle avait été sacrément secouée. Et dans tout le monde arabe, tout le monde avait vu ça comme une victoire du Hezbollah. Il y avait une espèce d'aura du coup dingue du Hezbollah, sauf que depuis, non seulement le Hezbollah n'a pas perdu en capacité, mais il a gagné considérablement. En tant qu'hommes, ils ont gagné, ils sont en arsenal, et puis surtout, ils sont plus aguerris. Ils ont fait la guerre en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad pour
repousser l'opposition. Donc c'est un mouvement extrêmement puissant et il faut se méfier des apparences. Certes, là, ils sont choqués, certes, ils peuvent avoir très mal et Israël peut les frapper très fort, mais eux aussi peuvent frapper. Bien. Deux soldats israéliens sont morts d'ailleurs hier dans les roquettes. J'ai vu ça, j'ai vu ça. Histoire secrète de la CIA, qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter ? Je suis parti du 11 septembre parce que c'est un tournant évidemment majeur, que je voulais pas repartir sur la guerre froide, les Moudjahidines, les Cuba, etc. Je voulais parler à la fois de ce qui se passe aujourd'hui. Ça nous fascine toujours la CIA, mais on est toujours dans les fantasmes. Et pour vous donner une phrase, il y a un des officiers de la CIA qui me disait « Mais on n'est pas James Bond, on n'est pas Jason Bourne, j'attends toujours mon Aston Martin, vous voyez ». Et donc, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière la CIA ? À quel point c'est utile, à quel point ils ont fait des choses importante pour notre sécurité, à quel point ils se sont aussi largement plantés et ont fait des horreurs en même temps. Et puis en filigrane, vous avez la politique étrangère américaine et donc la politique internationale finalement. Oui. On part de l'Afghanistan, de l'Irak, mais jusqu'à l'Ukraine aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de coulisses. Et moi, l'objectif, c'était pas de faire un livre de chercheur, c'était d'aller rencontrer des dizaines et des dizaines d'anciens de la CIA, des directeurs, des agents de terrain, des espions, des analystes, mais aussi des agents étrangers, des Turcs, des Français, de la DGSE, pour raconter ce qui s'est passé en coulisses. Donc je vous amène un peu dans les coulisses des opérations de la CIA. Bien, merci Antoine Mariotti d'être venu nous voir. Et si vous voulez tout savoir sur la CIA, Histoire secrète de la CIA aux éditions Talendier. Le livre sort, il est 7h47. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.